Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo bilan de l'année 2018. On va aujourd'hui parler principalement de films, on fera un top de l'année et on évoquera quelques déceptions. On parlera ensuite rapidement de séries et de jeux vidéo et on finira avec un bilan de l'année 2018 pour la chaîne et ce qui vous attend en 2019. Je pensais parler des nominations aux Oscars mais on va garder ça pour plus tard, peut-être pendant le prochain live, parce que cette vidéo va déjà être beaucoup trop longue toute seule. Je vous mets les timecodes en description pour que vous puissiez voir dans l'ordre que vous souhaitez ou que vous puissiez carrément sauter certaines parties si vous le voulez. Alors, quelque chose qui me paraît important de préciser dès maintenant, je vais proposer dans les fiches de la vidéo plusieurs sondages. Ces sondages ils seront principalement sur les futurs projets de la chaîne et la façon de les amener. Donc j'aimerais bien avoir votre avis, histoire que j'adapte un peu plus en fonction de ce qui vous plaira. Mais dans l'idéal, pour saisir au mieux les enjeux, ça serait bien de voir toute la vidéo et ensuite de remplir les sondages. Mais bon, je comprendrai pour ceux qui veulent pas tout regarder que vous répondiez qu'à certaines fiches ou même à toutes sans forcément écouter la vidéo entière. J'ai parlé du premier live de la chaîne, alors il aura lieu le vendredi 8 février 2019 à partir de 20h. Je pense qu'il durera 1h30, mais on avisera au moment s'il y a besoin d'un peu plus de temps ou si on finit avant. J'avais rapidement évoqué ce qu'on y ferait, mais je répète si besoin. L'idée donc c'est de revoir ensemble une de mes anciennes vidéos, la commenter rapidement pendant le visionnage, et une fois que celui-là est terminé, on reviendra bien plus en détail sur la vidéo, je corrigerai ou ajouterai des choses, je répondrai aux commentaires présents sous la vidéo, mais aussi à ceux posés en live. J'ai pas encore décidé quelle vidéo passera au crible, peut-être que je vous proposerai un sondage dans l'onglet communauté pour avoir votre avis. Évidemment, on prendra un moment pour que je réponde aux questions que vous pouviez avoir sur la vidéo ou sur la chaîne, on fera ça certainement à la fin du live. J'en profite pour annoncer, pour ceux qui ne le sauraient pas, que dans 2 semaines commence la série d'épisodes sur l'intelligence artificielle. Alors j'espère que j'arriverai à le rendre aussi intéressant que Fermi, même si bon, les premiers épisodes ils seront là pour poser des bases générales sur le sujet. Et maintenant on peut commencer, et donc on va démarrer avec les films et les mentions honorables. Il y a donc 8 mentions honorables qui sont Budapest, Deadpool 2, Searching, BlacKkKlansman, Aquaman, Anger, Pentagon Papers et Le Monde est à toi. Je vais revenir que sur certains d'entre eux. Searching. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est l'histoire d'une disparition, mais c'est pas tant l'histoire qui est importante que la réalisation. Ce film, il se passe en intégralité sur des écrans, que ce soit une télévision, un téléphone, un ordinateur ou une caméra, et c'est notre seule façon de suivre les événements. C'est très déroutant comme idée, mais c'est particulièrement bien mené et le film est vraiment une réussite. Sur Aquaman, alors je sais que je suis un peu seul à l'avoir apprécié à ce point, mais si le début était bateau, sans jeu de mots, la seconde partie change pour moi complètement le film. On a une séquence proche de l'horreur au milieu du film, où on sent vraiment que c'est James Wan derrière la caméra, et à partir de là, ça se lâche vraiment, que ce soit dans le scénario ou les combats, c'est de suite bien plus prenant, même s'il reste encore des choses un peu attendues. Je suis en ce moment en train de me refaire tous les Marvel, et honnêtement, Aquaman est pour moi au-dessus de quasiment toutes les origin story qu'on a eues chez Marvel. Anger, c'est un film qui a un propos assez fort sur les classes inférieures, et qui m'a marqué dès cet été sur la tension qu'il crée, et maintenant, en pleine période des Gilets jaunes, ça doit avoir un impact encore plus fort, même si dans le film on est bien sûr sur des mouvements sociaux plus classiques, le film ne pouvait pas prévoir une telle révolte. Dans tous les cas, jetez-y un œil si vous le trouvez en ligne. Après ce rapide tour sur les mentions honorables, on peut maintenant passer au top 10. En 10e position, Game Night. Game Night, c'est l'histoire d'un couple qui organise des soirées jeux de rôle, mais lors d'une de ces parties, le jeu de rôle va devenir réalité, et on va suivre en fait une chasse au trésor / course-poursuite. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le film ressemble à un jeu de plateau, il y a des événements improbables, des retournements de situation toutes les 10 minutes, et des situations de danger qui pourraient probablement pas arriver dans la réalité. Au final, ça a énormément fonctionné sur moi, et j'ai beaucoup rigolé tout le long du film, d'où sa présence dans le top 10. En 9e position, une des surprises de ce top, Revenge de Coralie Farja. L'affiche m'intriguait, mais je m'étais pas particulièrement renseigné sur le film, et il a fallu qu'on me donne 2 ou 3 avis positifs pour que j'y aille. Au final, aucun regret. Ce film, il s'accepte tel qu'il est, c'est de l'action pure, avec parfois même une vraie tension qui s'est installée, surtout sur la fin. Bon, le scénario a dû être écrit assez vite, mais c'est parce qu'on lui demande, pendant un peu plus de 1h30, on est pris dans un trip qui est parfois gore,
mais on peut pas lâcher les yeux de l'écran. Il y a une séquence de 4 ou 5 minutes au milieu du film, où ça part carrément trop loin, j'étais pas du tout prêt pour ça. Je veux pas vous le spoiler, mais si vous voulez soutenir le bon cinéma français, allez regarder Revenge. Alors je m'attendais pas du tout à voir ce film aussi haut quand j'y suis allé, mais Red Sparrow c'est un des films d'espionnage que j'ai le plus apprécié de ces dernières années. Bon, il y a un gros casting qui est au niveau, il bénéficie d'une écriture de qualité, même si parfois on peut lui reprocher un certain classicisme. Je pense que ça lui a surtout porté préjudice d'avoir été marketé quasiment comme un film d'action lambda, alors qu'au final il est très très loin de ça. First Man, on va aller vite, c'est un très bon film, avec une histoire de base qui est intéressante et très bien traitée. Je regrette un peu l'impression que Chazelle s'est un peu caché derrière ça. La réalisation, elle est globalement très sobre, ce qui est quand même assez surprenant quand on sait que juste avant ça, il avait fait Whiplash et surtout La La Land. Je pense que First Man sera vite oublié, et je suis surtout très curieux de voir la suite de sa carrière. En 6ème position, The Greatest Showman. Je passe tout le côté réécriture historique, je suis allé voir le film en ne sachant rien du tout dessus, je savais même pas que c'était une comédie musicale pour dire. Je suis pas un fan du genre, sauf quand c'est vraiment réussi, et pour le coup j'ai adoré The Greatest Showman. L'introduction comme la fermeture sont d'énormes réussites, et à elles seules elles justifient d'aller voir le film. Au milieu en plus il y a une autre scène avec Rebecca Ferguson qui dénote complètement du reste du film, mais qui est tout autant, si ce n'est encore plus réussi que les deux autres. Il y a quelques longueurs, il faut le reconnaître, notamment avec certains personnages secondaires qui n'ont pas trop d'intérêt, mais dans l'ensemble ça m'a pas suffi à me détacher du film, parce que ces séquences sont relativement peu nombreuses. Sicario, la guerre des cartels, c'est la suite de Sicario, qui est sorti il y a 4 ou 5 ans. Au moment où cette suite a été annoncée, d'autant plus sans Villeneuve ni Blunt, j'ai été vraiment très inquiet. Le premier, c'est un film qui se suffisait à lui seul, et un deuxième opus, ça me semblait vraiment superflu. Alors c'est sûr qu'au final, ça atteint pas les hauteurs du premier, mais ça fait très largement le job. Il y a pas mal de bonnes idées parsemées tout le long, même si des fois le réalisme est un peu jeté à la poubelle. Ceux qui ont vu le film auront certainement la même scène que moi en tête. Le film a semblé plus sobre que le premier, même s'il est dans l'ensemble quand même moins dur. C'est en partie dû au fait que la musique a été retravaillée, c'est un des meilleurs points du premier film, et ça reste un gros point fort dans la suite, même si on sent quand même un certain changement dans celle-ci. Alors Infinity War, je vais pas m'étendre dessus, parce qu'il y a énormément de choses déjà disponibles sur YouTube. Oui, la fin est choquante, et non, je ne m'y attendais pas. Maintenant, avec tous les films annoncés, ou les contrats d'acteurs, selon qu'ils soient renouvelés ou non, on sait déjà plus ou moins l'avenir de certains personnages, et bon, on se doute bien qu'il va y avoir une marche arrière d'une façon ou d'une autre, tout le monde ne peut pas rester mort. Je suis en train de me refaire tous les Marvel, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est pour sortir 2 formats différents, et du coup je vois bien l'évolution qu'il y a eu au fur et à mesure. Infinity War, ça reste dans une formule qui est connue, mais ce qu'on nous propose maintenant, c'est quand même une qualité très élevée, et surtout très loin de ce qu'on pouvait voir il y a quelques années encore. Quand je me suis refait les premiers Iron Man, par exemple, on voit vraiment une évolution par rapport à cette époque-là. Du coup, je suis vraiment impatient de voir Captain Marvel et surtout Avengers Endgame. Sur la première place du podium, c'est peut-être un film dont peu d'entre vous ont entendu parler, Hostile. Cette année, j'ai l'impression que le western dont on a le plus entendu parler, c'est les Frères Sisters, qui était bon, mais qui est à la fois très classique et qui est quand même un cran inférieur à Hostile. Hostile, il nous propose de suivre un bataillon américain qui doit transporter un chef indien avec lequel ils se sont battus pendant des années et qui a tué beaucoup de leurs camarades. Ce qui rend ce film aussi intéressant, c'est qu'on voit à la fois que les deux parties ont fait des choses affreuses, mais aussi qu'elles ont été très affectées par ces affrontements et qu'elles regrettent certaines de leurs actions. Les personnages sont vraiment au centre de l'histoire et on voit leur évolution, qui est parfois un peu rapide, mais qui reste dans l'ensemble assez crédible. Ce film, c'est ce qu'on voit généralement sur des conflits plus récents en fait, du style Vietnam ou Afghanistan, mais pas sur le conflit amérindien, d'où l'impression de nouveauté. Et là où je trouve que souvent au cinéma la défense des minorités elle est faite de façon caricaturale, si ce n'est même grasse, c'est pas du tout le cas ici, et à mon avis ça sert même beaucoup mieux le propos et la cause. À la 2e place, A Quiet Place, ou Sans un bruit en français. Dans ce film, on a une invasion extraterrestre qui s'est produite, qui a fait disparaître la civilisation, en ne laissant que quelques survivants derrière elle. Dans ces derniers instants, il a été découvert que les aliens avaient une ouïe extrêmement développée et qu'il fallait donc pas faire de bruit pour survivre. Et c'est là qu'apparaît en fait la proposition du film,
c'est que les sons sont quasiment inexistants. À l'opposé de ce qui se fait normalement dans le cinéma d'horreur, c'est dans le silence qu'on se sent tranquille, et dès qu'il commence à y avoir un bruit, on a peur que les choses tournent mal. J'ai beaucoup aimé cette idée, mais le film n'est presque pas allé assez loin sur son ensemble. Probablement pour éviter de se mettre à dos une trop grosse partie de l'audience. J'espère que du coup la suite en profitera plus, vu que le film a été une réussite commerciale. C'est certainement pour cette raison aussi qu'il a été marketé un peu comme un slasher, alors que, à nouveau, ça n'en est pas un du tout. En tout cas, j'ai eu aucun mal à accepter ces quelques défauts, et c'est un de mes films d'horreur préférés de la dernière décennie. Finalement, celui qui est à mon avis le meilleur film de l'année 2018, Spider-Man New Generation. Il y a eu un gros buzz autour de ce film, beaucoup de monde l'a porté au nu, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Avec tous les films de super-héros qui sortent en ce moment, on pourrait vraiment s'attendre à voir des projets avec des identités très personnelles, mais il a fallu longtemps avant que des Deadpool ou des Logan apparaissent, et ils font encore très largement figure d'exception parmi une tripotée de films très calibrés. Ici, la réalisation prend des risques et ça fait vraiment du bien. Le type d'animation déjà, c'est un mix entre personnages 2D et décors 3D, ce qui est très déroutant au premier abord, mais on s'y habitue vite et j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, on a des effets visuels tout le long du film qui vraiment marquent la rétine. Le scénario est intéressant de bout en bout, il contient à la fois pas mal de twists qu'on voit vraiment pas venir, mais aussi des personnages très bien développés. On s'attache évidemment à tous les héros, et les relations entre eux sont un régal à suivre, mais même du côté des antagonistes, on se surprend à espérer qu'ils s'en sortent. La majorité d'entre eux ont une justification pour leurs actions, ce qui est plus ou moins rare dans l'animation, mais surtout très rare dans les films de super-héros, où généralement on a le choix entre le méchant qui est le héros en mauvais, ou alors le méchant qui est un méchant parce qu'il est méchant. Ici on est vraiment très loin de tout ça. Bref, en résumé, Spider-Man est encore en salle dans certaines villes. Si vous avez l'occasion, allez le voir parce que le résultat financier est quand même un peu décevant quand on compare à des Aquaman ou des Venom. On passe maintenant sur ce qui m'a déçu cette année en faisant 3 catégories. D'abord, les blockbusters sans âme, où là je devrais m'en prendre qu'à moi-même d'avoir espéré que ça fonctionne. Ensuite, les vraies déceptions personnelles. Et pour finir, la catégorie que je vais appeler celle où je ne vais pas me faire des amis. Alors on va commencer par les blockbusters sans âme. Donc parmi eux, on a Tomb Raider, Les Animaux Fantastiques, Labyrinthe 2, 15h17 pour Paris, Ready Player One, La Prophétie de l'Horloge, Pacific Rim 2 et Jurassic World. Alors comme tout à l'heure, il n'y en a que certains sur lesquels je vais revenir. Les Animaux Fantastiques déjà. J'aime beaucoup le monde d'Harry Potter, donc c'est forcément toujours une déception de voir que cet univers est assassiné sur grand écran. Et c'est pas une attaque contre cette nouvelle saga, parce que même l'originel est dans l'ensemble pas ouf. Je ferai un jour une vidéo d'ailleurs sur l'ensemble de la saga, mais c'est clairement pas au cinéma qu'elle brille. Les Animaux Fantastiques 2, il essaie d'en faire énormément, mais au final ça perd le spectateur plus qu'autre chose, pour une révélation finale qui tombe complètement à l'eau, là aussi sans mauvais jeu de mots. Dans cette saga, il y avait beaucoup à faire avec la période exploitée, donc celle autour de la Seconde Guerre mondiale, et le fait qu'on sortait enfin du cadre de Poudlard et de l'Angleterre, mais à part un peu d'esbrouf par-ci par-là, on voit vraiment pas grand-chose. 15h17 pour Paris, c'est vraiment tout ce que je déteste dans ces films basés sur une histoire vraie. Tout se repose uniquement sur l'histoire, et aucun effort n'est fait derrière. Que ce soit la réalisation, les acteurs ou l'écriture, il n'y a rien à sauver. Si jamais vous aviez un doute, ne regardez surtout pas ce film. Alors Jurassic World, c'est pas la catastrophe que certains veulent faire croire, mais il y a tellement plus à faire avec cet univers que je reste toujours un peu sur ma faim. Je reste quand même très curieux sur l'idée d'invasion des dinosaures qui est un peu teasée à la fin. Pacific Rim 2, j'avais beaucoup aimé ce que proposait le premier épisode, c'est un de mes Guillermo del Toro préférés. Alors voir ce qui a été fait de ce titre dans le second épisode, c'est vraiment triste parce que ça devient complètement lambda. Bon, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Et alors ensuite, j'aurais pu mettre ça dans la catégorie des films où je vais pas me faire des amis, mais comme c'est un blockbuster, je l'ai mis là. Ready Player One. J'ai trouvé le film beau visuellement, avec notamment une séquence d'introduction vraiment top, mais c'est tout. Le reste ne m'a pas intéressé. J'irai pas jusqu'à dire que je me suis ennuyé au ciné, mais on n'en était quand même pas très loin. C'était beaucoup trop attendu. Ensuite, les déceptions personnelles, alors il n'y en a eu que 3. C'est Une pluie sans fin, Annihilation,
et Cloverfield Paradox. Dès qu'il y a des films asiatiques au Gaumont, j'essaie d'y aller pour les encourager à continuer, et en général je suis assez content, mais là vraiment, je me suis ennuyé. Au bout de 1 heure, il m'a tardé la fin, et pour vous dire, le film dure presque 3 heures. J'ai trouvé que dans l'ensemble c'était trop brouillon, et il y a beaucoup de choses qui me sont passées complètement à côté. Au final, j'aurais du mal, même aujourd'hui, à expliquer qu'est-ce que c'est qui se passe dans ce film. Annihilation avait une proposition intéressante, mais au final c'est souvent trop métaphorique pour un mec grand public comme moi. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'espérais que ça soit un des bons films de l'année et ça m'a carrément laissé sur ma faim. C'est disponible sur Netflix, donc allez vous faire un avis si vous voulez. Enfin, 3e et plus grande déception, on va croire que je m'acharne sur Netflix, mais pas du tout, c'est Cloverfield Paradox. J'aime beaucoup la saga Cloverfield, le premier était super pour l'époque, et 10 Cloverfield Lane, c'est excellent, tellement surprenant, j'ai adoré 10 Cloverfield Lane. Le problème c'est que cette fois, avec Paradox, en fait on s'attaque trop à la mythologie Cloverfield, on avance énormément dessus, mais de façon très brouillonne, on sait pas vers où ça va, c'est bizarre tout du long, ça m'a parfois donné un peu l'impression de vouloir créer du mystère pour créer du mystère, un peu à la Lost. Et ça c'est dommage parce que jusque-là on nous donnait pas grand-chose sur l'univers, mais on nous donnait un film intéressant. Là on nous a donné beaucoup de choses sur l'univers, et un film moyen. Allez, maintenant on passe à la catégorie où je ne vais pas me faire des amis, donc des films que la critique a mis sur un piédestal et auxquels je n'ai pas adhéré, voire pas du tout adhéré. J'expédie déjà rapidement Phantom Thread et Wonder Wheel, dont les propositions ne m'ont pas du tout plu, je me suis ennuyé tout le long. Heureusement que Wonder Wheel était court, mais Phantom Thread c'était un soir, j'en pouvais plus. Ensuite on a L'homme qui tua Don Quichotte et Mutafukaz. Les deux ont eu un certain buzz à cause des noms qui y étaient autour du projet, donc notamment Gillian pour le premier et Orelsan pour le second. Je peux comprendre que ça plaise, parce que sur ces films j'ai senti qu'il manquait pas grand chose quand même pour que ça me plaise, mais j'ai trop eu cette impression que le film voulait faire conscient, méta, et ça me gonfle rapidement. En liberté, il était survendu par des citations sur l'affiche, alors comme la meilleure comédie de l'année. Le problème c'est que j'ai pas rigolé une seule fois, il y avait vraiment un côté drame assez intéressant à côté, mais les personnages m'insupportaient et je m'attendais à une comédie, ce que ça n'était pas vraiment, ou en tout cas ça assumait pas de l'être, c'était vraiment bizarre. Pour les deux prochains, je prends des risques conséquents. On commence avec Under the Silver Lake. Ce film, il a une certaine logique dans notre époque, vu tout le développement autour des théories complotistes, mais là ça part vraiment sur 2h20 d'un trip complotiste auquel on comprend rien de bout en bout. J'imagine que certains passages sont vraiment intéressants si on adhère au propos global, mais quand on n'est pas dans tout ce qui est proposition artistique, métaphorique, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop le public pour ça, ça renforce vraiment juste cette impression de subterfuge avec plein de références, d'imagerie, bref, un de ces films dont je comprendrai jamais la hype. Et pour finir, un film où je suis allé à reculons, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Je comprends pourquoi il y a eu tout un délire autour de ce film, à nouveau, mais c'est à mon avis pour des mauvaises raisons, parce que la structure du film est complètement bancale et il n'y a jamais quoi que ce soit d'inattendu. Alors oui, il y a le message d'acceptation derrière, blablabla, mais ça n'empêche pas de rendre le récit intéressant. Si un film de super-héros utilisait le même schéma scénaristique, il se ferait abattre pour cela. Personne ne dit rien là-dessus, sous prétexte qu'il y a un message ouvert d'esprit, donc on doit accepter tout et n'importe quoi. BlacKkKlansman et Hostile, ils ont un message et pourtant ils font largement mieux. Même Black Panther, que je trouve un peu surestimé, il a des messages à faire passer, d'ailleurs pas forcément que ceux qui sont majoritairement retenus, et malgré ces messages, il crée un récit intéressant et on suit le film de bout en bout sans problème. Là, pour moi, c'était pas du tout le cas dans Shape of Water. Bref, je pense qu'il y en a déjà eu assez pour les films, on doit avoir dépassé un peu les 20 minutes, on va passer aux séries. Et autant sur les films, Netflix m'a pas mal déçu cette année, sur les séries, il y a tellement à voir que forcément, il y a pas mal de bonnes choses à citer. Alors je commence avec Bodyguard, c'est une série BBC avec Richard Madden. Alors d'ailleurs pour l'anecdote, donc c'est le personnage de Robb Stark dans Game of Thrones, et j'avais même pas réalisé que c'était lui, il m'a fallu aller voir la fiche de la série pour comprendre que c'était lui. La série au départ elle est calibrée, très prévisible, et puis plus on avance, plus elle prend un tour surprenant. Il y a un scénario qui est très intéressant, avec quelques personnages principaux auxquels on s'attache, et un très bon Madden en rôle titre.
Origins, c'est une sorte de slasher dans l'espace qui a quelques problèmes de réalisme, mais qui fait dans l'ensemble passer un bon moment et qui est un des rares contenus avec Bodied ou Impulse qui sont à voir parmi le contenu fiction de YouTube Premium. Altered Carbon, c'est une des très bonnes séries de l'année. Alors elle est divisée en quelque sorte en deux parties qui finissent par se rejoindre. Une première constituée de flashbacks sur un conflit armé avec une milice révolutionnaire et une seconde avec une enquête sur la mort d'une personne très riche dans le futur. Un des thèmes principaux, c'est le transhumanisme, et c'est ce qui rend en fait cette enquête si particulière, c'est que la personne décédée est revenue à la vie grâce à un backup dans le cloud. L'enquête elle est intéressante, même si elle se conclut un peu facilement, mais surtout c'est l'environnement de la série en fait qui vaut la peine. Il met en avant beaucoup de risques du transhumanisme, de façon d'ailleurs bien plus réaliste que la plupart des représentations le font. On voit très rapidement une augmentation des inégalités, avec une élite qui est devenue immortelle et qui n'a plus aucun respect pour la vie, surtout pour celle des pauvres. Dirty Money, c'est une série qui met en avant des côtés assez obscurs du capitalisme, comme le scandale Volkswagen, que j'ai trouvé très bien expliqué. Mais mon épisode préféré, c'est celui sur HSBC, qu'ils ont intitulé La banque des cartels, et qui aide à être encore plus dégoûté des banques. Alors là, je triche un peu, c'est une série Netflix sortie en décembre 2018. Mais peu importe, parce que Dark, c'est une des plus grosses claques que je me suis pris ces dernières années, surtout en termes de série. S'il y a une seule chose que vous devriez aller voir après cette vidéo, c'est bien cette série, et tant pis pour mon référencement, partez maintenant, allez voir Dark. L'histoire de base, c'est la disparition d'un enfant, et en gros l'impact que ça va avoir sur 3 générations de plusieurs familles. C'est tout ce que je vous dirai, parce que moins vous en saurez avant de regarder, plus vous apprécierez la série, mais vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, pas les yeux fermés, regardez quand même. Sense8, c'est une de mes séries préférées et on a eu droit à une conclusion en sorte de film. C'est dommage que ça finisse de façon un peu bâclée, surtout que ça se sent, mais ça reste quand même un super visionnage parce qu'on s'est attaché pendant 2 saisons à des personnages et là on a la conclusion de cette saga, c'est super. Alors Narcos Mexico, c'est la suite des 3 premières saisons de Narcos. Ça se différencie dans son approche par rapport aux autres Narcos, je trouve. J'ai eu en fait plus une impression de neutralité par rapport aux personnages que dans les épisodes en Colombie. On était assez proche, que ça soit des dealers ou de la DIA. Et là, cette fois-ci, j'ai trouvé qu'en fait c'était un peu plus un spectateur de la situation que vraiment très proche. Mais bon, ça c'est une petite impression et qui au final n'a aucun impact sur la qualité qui est toujours excellente. Et on passe maintenant aux jeux vidéo. Alors j'ai décidé de ne parler que de 2 jeux qui m'ont marqué cette année, God of War et Monster Hunter World. God of War, c'est un excellent reboot d'une franchise, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Le gameplay est bien plus agréable que dans les jeux précédents, dont j'étais d'ailleurs pas un fan absolu. L'arrivée de la hache et toutes les possibilités qu'elle offre, ça fait vraiment un bien fou. J'ai vu d'ailleurs quelques vidéos sur YouTube qui traitaient de sa création notamment, et on ressentait vraiment tous les efforts qui avaient été mis là-dedans, et dans le jeu, ça se sentait vraiment. La possibilité notamment de la rappeler quand on le souhaite, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif au départ, et qui au final offre des possibilités de gameplay qui sont incroyables. Je compte plus le nombre de fois où la hache m'a surpris dans ses mouvements, ou en touchant des ennemis lorsqu'elle revenait vers moi, et c'était toujours agréable de découvrir plein de nouvelles possibilités. Je m'étendrai pas sur le scénario, qui est excellent, et donne vraiment envie de voir la suite de cette relation père-fils, qu'on vit vraiment, ce qui est quand même une chose assez rare dans le jeu vidéo, qui, sauf quelques exceptions récentes, ne s'attaque pas trop à ce genre de thématique. Ensuite, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis un gros fan de Monster Hunter. J'ai du mal à poser un chiffre sur mon nombre d'heures de jeu, honnêtement, mais sur la période PSP, on doit en compter quelques milliers sans problème. Je suis passé un peu au travers de la période Nintendo, je dois seulement avoir quelques centaines d'heures cumulées sur 3D jeux, mais du coup j'étais très content de voir revenir la saga chez Sony. Alors aujourd'hui, avec la fac, les vidéos notamment, j'ai malheureusement plus autant de temps à ma disposition, mais j'ai quand même dû faire une grosse centaine d'heures de jeu sur World, et le bilan c'est que le jeu est incroyable. Le gameplay il a été amélioré pour être plus accessible, profiter au maximum des nombreux boutons de la PS4, et dans sa globalité il est moins fastidieux à jouer, surtout quand on vient des opus PSP qui étaient pas tout à fait ergonomiques.
Le problème, c'est que cette volonté de rendre la franchise plus accessible, elle a rendu le jeu peut-être un peu trop facile. On peut lui reprocher aussi un bestiaire un peu court et un mauvais scénario, mais bon, le scénario, on s'en fout dans Monster Hunter, on est là uniquement pour le gameplay. Pour revenir sur la difficulté, l'impression que ça m'a laissé, c'est qu'elle était un peu artificielle. Principalement, on rajoute des PV aux monstres, on augmente sa capacité de faire des dommages. Peut-être que je suis allé trop vite et que j'ai pas senti la progression de l'IA, mais j'en doute, et c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Au final, les monstres alpha notamment, c'est juste des monstres avec PV x 10 et dégâts x 10. J'espérais un petit peu plus. Cela dit, si je devais résumer en une phrase mon sentiment final, c'est que j'ai rarement eu autant l'impression d'être en chasse qu'avec cet opus. Jusque-là, on nous lançait dans une mission, mais tout tournait autour du monstre qui était à chasser. Désormais, le monde, qui est passé d'ailleurs dans une sorte de semi-open world, vit très bien sans nous, et les monstres ne se préoccupent pas forcément de ce qu'on fait. Il y a une vraie liberté qui a été offerte aux monstres, surtout avec la disparition de l'ancien système de zone, et ça crée une situation assez inédite dans Monster Hunter, c'est que les choses peuvent mal tourner très rapidement, et ça on n'était pas forcément habitué auparavant. Dans les anciens, la pire situation qui pouvait arriver, c'était de voir arriver un monstre supplémentaire dans la zone, il venait pendant un certain temps avant que la cible principale quitte la zone en question. Aujourd'hui tout ça c'est fini, et parfois on peut se retrouver avec 3 monstres dans la même zone, et qui décident de se battre et la quitter en même temps en vous ignorant complètement. Ou alors 3 monstres qui vont s'occuper chacun d'un chasseur différent. Et au final, j'ai trouvé que l'apport de ce côté un peu aléatoire dans la chasse était extrêmement rafraîchissant. La formule change, mais elle change majoritairement pour des bonnes raisons. Bref, si vous n'avez joué à aucun de ces deux jeux et que vous avez une console pour, n'hésitez surtout pas à les acheter. Et maintenant, on passe à la partie que j'ai préféré faire, le bilan de la chaîne en 2018, parce que j'ai pu voir à quel point on avait progressé. Cette année, il y a 17 vidéos qui sont sorties, donc 15 qui sont vraiment des contenus complets, puisqu'on en a une qui est un post-scriptum et une autre qui est une vidéo d'information. Du coup, ça fait plus d'une vidéo par mois, ce qui me satisfait dans l'ensemble quand je considère que j'ai dû faire 2 mois sans vidéo à la fin de l'année. J'espère arriver à augmenter un peu ce rythme en 2019. Ensuite, on est passé de 2500 abonnés à presque 29 000 à la fin de l'année, ce qui est tout simplement incroyable. Je m'attendais pas du tout à l'explosion de ma vidéo sur Fermi pendant l'été, et à partir de là, tout est allé beaucoup plus vite. J'espère que tous les nouveaux apprécient le contenu et que ça va continuer comme ça. Ensuite, sur les stats de visionnage, on est à 1 374 000 vues en 2018, donc en gros c'est 97 ou 98% des vues de toute la chaîne. On a presque 10 millions de minutes de visionnage. À ce point-là, c'est même difficile de réaliser ce que ça représente. Mais 2 des statistiques qui sont les plus importantes pour la chaîne elle-même, c'est le pourcentage moyen de visionnage, qui est à 59% sur l'année. C'est-à-dire que quand quelqu'un lance une vidéo, en moyenne, il y a 59% de la vidéo qui est regardée. Donc vu ce que j'ai l'air de voir sur certaines chaînes qui en parlent, c'est vraiment un bon chiffre. Et ensuite on a le watch time qui est passé de 4 minutes 20 à 6 minutes 50, ce qui est vraiment une augmentation énorme. On a gagné plus que 50%. On a gagné 2 minutes 30 de watch time, ça c'est vraiment énorme. Ensuite dans l'année il y a eu 2700 commentaires. Alors là je tiens à dire que je réponds à au moins 70% des commentaires. Et surtout je les lis tous sans exception. Avant je répondais à tous les commentaires, mais maintenant il y en a trop, et beaucoup qui se répètent, du coup ça devient une débauche de temps qui est tout simplement trop importante. La priorité ça reste quand même la thèse en numéro 1, et pour la chaîne c'est plus important de sortir des vidéos que répondre à 100% des commentaires je pense. Ensuite 7300 partages. Bon ben partagez plus, hein. On va pas cracher là-dessus. Sachez vraiment que si vous avez un doute, c'est un des meilleurs moyens de m'aider. Les likes et commentaires c'est cool pour le référencement, mais les partages, ça ramène des gens et ça, sur le long terme, c'est ce qui aidera le plus. Ensuite, j'ai noté une stat qui est un peu plus triste. Il y a 7% de femmes parmi les abonnés de la chaîne. Je mettrai en lien, si j'y pense, une vidéo de Manon Bril et des internets sur le sujet, ou un thread Twitter, je sais plus qu'est-ce que c'était, qui explique qu'il y a des raisons rationnelles et d'autres qui le sont moins pour expliquer la faible présence de femmes parmi les abonnés sur les chaînes dites de vulgarisation, même si personnellement je me vois pas trop comme une chaîne de vulgarisation, mais bon c'est une autre question. À une époque j'avais essayé avec 1 ou 2 vidéos de viser un peu plus ce public, en me disant qu'il y avait forcément un gros vivier vu que j'avais que des hommes en abonnés,
Mais en réalité, même une vidéo comme celle sur Loki dépasse à peine les 50% de femmes. Donc j'ai lâché l'affaire. Maintenant, j'ai tout simplement accepté que même si je fais un contenu qui me semble pas particulièrement orienté vers les hommes, les stats resteront probablement telles quelles avec 90% d'hommes et bon ben voilà, c'est comme ça. Sur les tranches d'âge, c'est très net. 75% de mon audience est entre 18 et 34 ans. Bon, ça doit être principalement parce que c'est la population majoritaire de YouTube, plus que parce que c'est ma tranche d'âge, mais c'est quand même très marqué, je trouve, le fait qu'il y en ait 75%. Ensuite, les 35-54 ans représentent seulement 21% de l'audience, même si ça reste quand même une part relativement importante. Et tout le reste, donc les moins de 18 ans et les plus de 54 ans, ça représente seulement 4%. Donc visiblement, je ne dois pas trop intéresser ces populations-là. Pour revenir sur l'explosion de la chaîne cette année, on a eu une première augmentation nette à partir de mai grâce à la vidéo de Fermi, qui allait crescendo jusqu'en août. C'était assez hallucinant parce que certains jours apportaient plus de 1000 abonnés, ce que je faisais même pas en 3 mois jusque-là. Ça a rebaissé en septembre, mais en restant tout de même dans des hauteurs qui m'étaient auparavant complètement inaccessibles. Depuis décembre, il y a à nouveau une poussée importante, ce qui m'a surpris vu l'absence de vidéos à cette période-là. Mais bon, depuis le nouvel an, j'ai repris le rythme et je compte bien m'y tenir en prenant un maximum d'avance. Donc j'espère que la progression suivra et continuera. Ok, donc maintenant on passe aux projets pour cette année 2019, qui sont assez nombreux, dont un d'ailleurs qui finira pas avant 2020. Dans 2 semaines, avec la première vidéo de cette série, on commence le plus gros projet qu'a vu la chaîne jusque-là. Je souhaite faire un documentaire sur l'intelligence artificielle, dans la veine de ma vidéo sur le paradoxe de Fermi. Sauf que là, le sujet est véritablement immense et je compte pas me limiter à la vingtaine de minutes comme je l'ai fait sur Fermi. Pour l'instant, l'idée c'est de partir sur une série en 12 épisodes qui feront entre 5 et 12 minutes chacun et ça devrait nous mener à un ensemble d'à peu près 1h30. Là-dessus, je prendrai mon temps pour tout corriger, améliorer la forme et sortir une vidéo finale complète. Mais là où pour Fermi, j'avais à l'époque sorti une vidéo qui était simplement le cumul des 3 vidéos, là sur cette série, je vise désormais beaucoup plus haut, et l'objectif c'est de sortir une vidéo finale qui durerait entre 2h et 2h30. Si vous suivez l'onglet communauté, vous êtes déjà au courant que c'est ce que je souhaite faire pour la vidéo complète sur les Stark, qui durera certainement une trentaine de minutes. Et après celle-là, je sortirai la vidéo complète sur Fight Club, que j'étais censé sortir il y a déjà 2 ou 3 mois. Et de la même façon, on ajoutera encore du contenu. Ensuite, je souhaite dans l'année refaire la vidéo sur le paradoxe de Fermi, mais cette fois en version longue, dans un format d'au moins 35 minutes. On fera un live avant ça pour revenir sur les erreurs de la vidéo de base. J'évoquerai quelques points qui s'ajouteront dans la version longue. Bon, j'ai pas vraiment une date en tête, mais ce sera au plus tôt cet été, pas avant. Je veux pas en fait que la chaîne s'englue dans des remakes de mes vieilles vidéos, donc les remakes, on fera vraiment ça petit à petit pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu original en majorité. J'espère en tout cas que vous avez aimé les 2 premières vidéos sur les Stark. Celle sur John arrivera 3 semaines après celle sur l'intelligence artificielle, donc normalement le 9 mars. Avant de vous quitter, je vous répète la date du live qui sera donc le vendredi 8 février à partir de 20h. J'espère que vous y serez nombreux pour le premier live de la chaîne. Et maintenant, je vais laisser 2 minutes de vide à la fin de cette vidéo pour caler des publicités. Si vous voulez me soutenir comme ça, grand bien vous en fasse. Sinon, il n'y a aucun problème, je vous laisse passer à une prochaine vidéo ou aller regarder quelque chose que je vous ai recommandé. Quoi qu'il en soit, à vendredi pour le live et à samedi dans 2 semaines pour ceux qui ne pourront pas être là pour le live.